Neurodivergent dans les années 70. Grandir tout en étant mal compris. Quand vous étiez jeune, les gens vous trouvaient-ils trop calme ou trop sensible, bizarre? Peut-être étiez-vous trop profond pour votre âge, mais pas d'une manière visible pour les autres. Vous ressentiez les choses avant qu'elles se produisent. Vous portiez en vous les humeurs des autres, comme de la fumée secondaire, ça c'est trop fort, dans vos poumons. Comme la fumée secondaire dans vos poumons. À 6 ans, vous étiez déjà submergé par des sentiments que personne ne savait nommer. Peut-être avez-vous grandi à une époque où être différent signifiait difficile, où les adultes vous traitaient de dramatique, de timide ou d'entêté, et non d'intuitif ou de facilement submergé, jamais doué d'une manière qui ne correspondait pas au tableau affiché au mur de la classe. Nous n'avions pas de mots pour décrire les traumatismes. Nous n'avions pas de mots pour décrire la neurodiversité. Nous avions à peine des mots pour décrire les sentiments, à moins qu'il ne s'agisse de colère ou de honte. J'ai grandi dans les années 70, dans une maison qui ressemblait à une tempête. Là, il ne s'agit pas de moi personnellement. C'est juste des exemples que je donne. Parce que ma mère n'était pas le problème. Je continue. La rage de ma mère pouvait changer de temps. Et j'ai appris très tôt à la lire comme un baromètre, à la flatter, à disparaître, à me transformer en une version de moi-même qui tenait à distance les cris et les abus. Mon père était présent, mais il était passif fantomatique. Il ressemblait plus à un frère aîné qu'à un parent. Il ne me protégeait pas, et je ne me souviens pas que quelqu'un d'autre soit intervenu ou m'ait aidé. Il y avait de la violence, du narcissisme, du gaslighting et de la codépendance. Nous étions 3 enfants, mon frère, moi et mon père. Je pense que je suis née anxieuse. Enfant, j'avais des crises de panique à propos de la mort, d'accidents de voiture que je n'avais pas vus, de choses dont les gens parlaient avec trop de désinvolture, comme si la tragédie n'était pas la chose la plus sacrée et la plus terrifiante au monde. Et le monde ne me semblait pas sûr. Ma maison ne me semblait pas sûre. Mon corps ne me semblait pas sûr. Et d'une certaine manière, je pensais que c'était mon rôle de réparer l'atmosphère. Si je pouvais être assez bonne, assez calme, assez serviable, assez responsable émotionnellement, peut-être que ma mère n'exploserait pas. Je ne comprenais pas que c'était de la flagornerie. Je pensais que c'était de l'amour et du dévouement. Et pourtant, je me sentais très différente, comme si je me promenais avec une étrange texture invisible qui poussait les gens à s'éloigner, à se moquer de moi ou à oublier que j'étais là. Je n'avais pas beaucoup d'amis et je ne savais pas pourquoi. À l'adolescence, en apparence, j'étais sage, calme, polie, prudente. Je souriais quand il le fallait, mais à l'intérieur, je me décomposais. Mon corps est devenu le seul endroit où j'avais mon mot à dire. Et j'ai appris que manger moins rendait le bruit plus faible, que la faim me donnait quelque chose à quoi m'accrocher. Cela a commencé comme un moyen de contrôle, puis c'est peut-être devenu une façon de disparaître, de me débarrasser des parties de moi qui me semblaient trop bruyantes, trop présentes ou trop mauvaises. Et j'ai lutté contre cela pendant des années, contre la faim et la douleur qui l'accompagnaient. Le besoin douloureux de disparaître, juste assez pour enfin me sentir en sécurité.
C'est étrange pour moi de repenser aux années 70 et de voir à quel point le monde était différent, en particulier pour les gens comme moi. Avant l'Internet, il y avait tellement de choses dans notre monde, dans notre mode de vie, qui nous donnaient l'impression de ne pas être à notre place. Et à l'époque, il n'y avait pas de mots pour le dire. On ne comprenait pas que le sentiment d'être différent n'était pas dû au fait que nous étions bizarres, mauvais ou défectueux. C'était peut-être simplement parce que nous étions neurodivergents. Mais je n'avais jamais entendu ce terme. Le mot anxiété, entre guillemets, était à peine reconnu et encore moins compris tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et la dépression était quelque chose dont il fallait avoir honte. Nous étions simplement perdus et personne ne semblait savoir pourquoi. Ayant grandi à cette époque, j'avais l'impression d'être toujours à l'écart. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que j'étais une INFJ. Je ne savais pas que j'étais une personne hypersensible. Et bien sûr, personne autour de moi ne pouvait mettre un mot sur les sentiments accablants que je ressentais constamment. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu une reconnaissance de la neurodiversité, ni une compréhension de ce que signifiait être une personne profondément sensible au monde qui l'entourait. Et personne ne me disait que ma façon de penser, de ressentir et d'être dans ce monde n'était pas mauvaise. Elle était simplement différente. À l'époque, nous n'avions pas de mots pour désigner les choses. Personne ne parlait de l'anxiété et de la façon dont on en parle aujourd'hui. Je pensais simplement que j'étais trop sensible et faible. Je me souviens avoir eu l'impression de ne pas pouvoir gérer ma vie, comme si j'étais brisée ou incapable de faire face au monde. Mes pensées s'emballaient, mes émotions montaient en flèche, et je ne trouvais aucun moyen d'y échapper. J'avais l'impression d'être piégée dans ma propre tête et de me noyer dans un océan de pensées excessives. Et personne autour de moi n'en avait la moindre idée. J'étais trop calme ou trop sérieuse pour mon âge, et toutes mes tentatives pour m'intégrer ne faisaient que me rappeler que je n'avais pas ma place. En réalité, je n'avais pas les outils nécessaires pour comprendre ce qui m'arrivait. J'ai été élevée dans un monde qui n'avait pas de place pour des gens comme moi. En vérité, mes pensées étaient trop intenses, mes sentiments étaient trop profonds. Les rares fois où j'ai dit aux gens ce que je ressentais, on me répondait « Tu ne devrais pas ressentir cela. » Ma façon de vivre était trop accablante. Personne ne savait comment m'aider et je ne savais pas comment demander de l'aide. Comment pouvais-je expliquer que le monde n'avait aucun sens pour moi? Comment pouvais-je dire à quelqu'un que je ne me sentais pas à ma place, que j'étais constamment à l'écart, observant le monde de l'extérieur? À l'époque, j'avais l'impression d'être brisée, défectueuse d'une manière que je ne pouvais même pas exprimer avec des mots. Je n'avais pas les mots pour exprimer que mon esprit était toujours en ébullition, que je ressentais tout profondément et que je voyais le monde sous des nuances que les autres ne semblaient même pas remarquer. En fait, je semblais être la seule à le voir ainsi. Je pensais que tout le monde avait compris et que j'étais en quelque sorte en échec. J'avais l'impression qu'il me manquait une pièce du puzzle et chaque fois que j'essayais de m'intégrer ou de donner un sens aux choses, les pièces ne s'emboîtaient tout simplement pas. Ce n'est que bien plus tard dans ma vie que j'ai compris que la pièce qui me manquait n'était pas un défaut. Il s'agissait simplement de comprendre que mon esprit fonctionnait différemment. À l'époque, il n'y avait pas de place pour ce genre de sensibilité. Le monde n'avait pas de place pour quelqu'un qui pouvait ressentir les choses si profondément, qui pouvait entendre les mots non dits entre les gens, ou qui pouvait ressentir le poids de chaque interaction. Au lieu d'être compris, on nous disait de nous endurcir, d'arrêter d'être si sensibles, d'être plus comme tout le monde. Mais comment le pouvais-je? Je n'étais pas comme tout le monde.
et cela devenait douloureusement évident chaque jour. Et personne n'était là pour me rassurer en me disant qu'il n'y avait rien de mal à être différent, qu'il n'y avait rien qui clochait chez moi. Au contraire, on me donnait l'impression que j'en faisais trop. Trop d'émotions, trop de pensées, trop de silence, trop d'introspection, tout simplement trop. Et puis, parlons de la solitude. Cette solitude écrasante, elle était ma compagne constante. Enfin, je ne comprenais pas ce sentiment, mais aujourd'hui, je réalise que c'était la solitude qui vient du fait de ne pas s'intégrer et de ne pas comprendre pourquoi. Je voulais être comprise, trouver quelqu'un qui me voit tel que j'étais, mais j'étais entourée de personnes qui ne semblaient pas comprendre leurs propres sentiments, encore moins les miens, ni d'avoir le temps de s'y intéresser. Alors je suis restée silencieuse. Je suis restée dans mon propre monde, espérant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les choses prendraient un sens. Mais cela n'a pas été le cas. L'isolement que je ressentais était profond, et personne n'était là pour m'aider. Personne n'était là pour en parler. Personne ne pouvait me dire « Tu n'es pas seul » ou « Je te vois ». Je me demandais si tout le monde ressentait la même chose, ou si j'étais la seule à porter ce fardeau de douleur silencieuse et invisible. Je pense qu'une grande partie de ma difficulté venait du fait que personne ne pouvait m'expliquer ce qui se passait dans ma tête. J'étais anxieuse, mais je ne savais même pas ce que c'était. J'étais submergée, mais je n'avais pas le vocabulaire pour le décrire. Je ne savais pas qu'être une INFJ signifiait que j'absorbais toujours les émotions des autres et que je captais les non-dits, essayant de comprendre le sens profond de chaque conversation. Et que je ne savais pas qu'être une personne très sensible signifiait que je pouvais ressentir les choses plus profondément que la plupart des gens, que je pouvais capter les moindres nuances d'énergie et d'atmosphère. Ce n'était pas seulement que j'étais sensible, c'était que le monde me semblait être une surcharge sensorielle. C'était comme essayer de vivre dans une maison pleine de bruit constant et de lumière clignotante, alors que tout ce que je voulais, c'était un coin tranquille pour respirer. Mais à l'époque, rien de tout cela ne semblait avoir de sens. Je pensais que j'étais l'intruse, celle qui n'arrivait pas à suivre. Je pensais que mon esprit était en quelque sorte défectueux parce qu'il ne fonctionnait pas comme celui des autres. Et en grandissant, ce sentiment d'être différente ne faisait que s'intensifier. C'était comme s'il y avait un malentendu fondamental entre moi et le reste du monde, et je n'avais pas les mots pour combler ce fossé. Et le plus triste, c'est que je n'étais pas la seule à ressentir cela. Il y avait d'innombrables autres enfants, adolescents et adultes qui ressentaient la même chose, mais ne savaient pas comment l'exprimer. Nous faisions toute partie de cette génération qui n'avait aucun outil pour comprendre nos propres difficultés. Nous n'avions pas le langage nécessaire pour expliquer nos émotions, nos sensibilités et nos angoisses. Alors, nous avons tout refoulé, nous l'avons caché et nous avons essayé de nous adapter à un monde qui n'était pas fait pour nous. Avec le recul, j'aurais vraiment aimé savoir que je n'étais pas brisée, que je n'étais pas bizarre ou défectueuse, mais simplement quelqu'un qui avait besoin de comprendre son propre esprit. J'aurais aimé savoir qu'être sensible n'était pas quelque chose à cacher ou à réprimer. C'était une force, que trop réfléchir n'était pas une faiblesse. C'était simplement mon esprit qui fonctionnait d'une manière que les autres ne comprenaient pas. Mais je ne le savais pas à l'époque, et c'est pourquoi je me sentais si perdue. Je réalise maintenant que nous étions une génération perdue. Non pas parce que nous étions incapables, mais parce que nous n'avions pas les outils pour nous comprendre nous-mêmes. Nous étions une génération d'âmes incomprises, aux prises avec des choses que nous ne pouvions pas nommer. Nous étions ceux qui ressentaient tout trop profondément
et qui ne comprenaient pas pourquoi le monde n'avait aucun sens pour nous. Nous avons donc grandi avant que les mots existent, avant que le traumatisme ne signifie plus que des bleus, avant que l'anxiété ne soit plus qu'un défaut de caractère, avant que la neurodivergence ne signifie autre chose qu'être bizarre ou dans la lune. On attendait de nous que nous soyons calmes, obéissants, que nous ne posions pas de questions, que nous ne pleurions pas trop fort, que nous ne ressentions pas trop les choses. Certains d'entre nous avaient des mères qui étaient des bombes à retardement et des pères qui se cachaient dans le garage. Certains d'entre nous avaient des enseignants qui nous traitaient de paresseux alors que nous étions en réalité en train de nous dissocier. On nous traitait d'étranges, de lunatiques, d'intenses. On nous disait de sourire davantage, d'arrêter d'être si dramatique, d'arrêter de rêvasser. Nous sommes devenus des maîtres de la comédie, des maîtres du masque, capables de tenir le coup alors que nous nous effondrions intérieurement, d'observer la pièce avant de parler, de dire ce que les gens voulaient entendre pour qu'ils ne soient pas mal à l'aise avec nos véritables pensées. Nous n'avions pas d'adultes sûrs sur qui nous appuyer, ni de langage pour décrire le dérèglement du système nerveux. Il n'y avait pas de livre pour les enfants qui savaient quand quelqu'un mentait, mais ne savaient pas comment le dire. Alors, nous avons intériorisé cela. Nous avons transformé notre étrangeté en honte. Nous avons transformé notre sensibilité en échec. Nous avons transformé notre intuition émotionnelle en quelque chose à cacher. Mais voilà, nous n'avons jamais été brisés. Nous essayons simplement de décoder un monde qui ne parlait pas notre langage. Nous utilisions notre sonore émotionnel avant que quiconque ne nous dise que nous en avions le droit. Nous remarquions des schémas chez les gens, dans les mots, dans le silence, et nous pensions que nous étions paranoïaques, alors qu'en réalité nous étions simplement perspicaces. Nous n'avions pas besoin d'être réparés. Nous avions besoin d'être compris, et certains d'entre nous commencent à se comprendre maintenant. Peut-être un peu trop tard, mais il n'est jamais trop tard. Peut-être après que le mal a été fait, mais nous trouvons quand même les mots. Certains d'entre nous ont une personnalité INFJ. Certains d'entre nous sont autistes ou souffrent de TDAH, trouble d'attention en fin de compte. C'est parce que je traduisais de l'anglais. Certains d'entre nous sont profondément anxieux ou complexement traumatisés. Certains d'entre nous ne savent toujours pas dans quelle case nous nous inscrivons. Et peut-être que nous ne le saurons jamais. Mais nous savons ce que c'est que de grandir sans carte, de penser que nous étions perdus alors qu'en réalité nous suivions simplement un chemin que personne d'autre ne pouvait encore voir. Mais maintenant, avec le temps et la compréhension, nous pouvons enfin commencer à assembler les pièces du puzzle. Nous pouvons enfin voir que notre sensibilité et notre anxiété, notre profonde introspection font partie intégrante de qui nous sommes. Et ce ne sont pas des choses à corriger ou à réprimer. Ce sont des choses à accepter et à comprendre. Elles ont grandi dans des fissures de tout ce que nous avons essayé de cacher, s'épanouissant malgré tout. Et cela me donne de l'espoir. En vous remerciant de votre écoute.